Bonjour, bonsoir Kevin. J'espère que tu as eu un très bon week-end. Je suis encore désolée pour ce qui s'est passé la dernière fois avec ma fille et mon chat. Nous avons un bébé chat et ma fille a tendance à être un peu trop, on dit en français, elle était trop collante. Je vais l'écrire en même temps. Trop collante. Il faut que j'enlève ça. Hop. En général, elle est trop collante avec le chat. C'est-à-dire que she's just like a glue stick. She doesn't want to, but she doesn't understand. She's just too annoying. The cat is like, oh my god, not her again. So, je dois intervenir et faire en sorte que le chat euh, reste en vie, I guess. I have to intervene or to get, to separate them in a sense and faire en sorte, make sure that the cat stays alive. I'm exaggerating a bit, but she tends to be a tiny bit too pushy, so I have to be careful. But anyway, on va commencer avec la France contemporaine. On termine ce n'est pas le dernier chapitre. Hop, j'ai mon voisin qui fait du bruit. Et on est au chapitre 4, les langues et de la France, mais on a presque fini. On avait fait tout ça, hop. Et maintenant, on en vient à la renaissance des langues régionales. Donc on avait fait que 2 paragraphes. Donc là, je vais agrandir, hop. Ça sera mieux pour mes yeux. Voilà. Donc ici, hop, la renaissance des langues régionales. On voit donc que depuis près de 2 siècles, la République jacobine a tout mis en œuvre pour supprimer les langues régionales. Pour construire une nation unifiée, il fallait imposer la langue française. Même après le vote de la loi d'Exon, l'enseignement de ces langues régionales est resté inexistant pendant une vingtaine d'années. Il n'est donc pas surprenant que les minorités linguistiques aient longtemps vu la langue française comme un symbole de l'oppression de l'État. C'est vrai, c'est très très vrai. Donc il y a beaucoup de Français qui se sont rebellés en enseignant, bon, donc ils apprennent le français parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais en même temps, ils revendiquent leur identité en continuant d'enseigner le basque, le breton, le corse, etc., l'occitan, etc. C'est à partir des années 1970, on peut dire également c'est à partir des années 70, avec la création des régions et l'encouragement d'une unité régionale chez les Français, qu'il y a eu une renaissance de l'intérêt des Français pour leur langue d'origine, accompagnée d'une recherche de leurs racines culturelles. Cet intérêt a commencé dans les écoles secondaires. Les élèves peuvent actuellement opter pour une langue régionale plutôt que pour une deuxième langue étrangère comme l'anglais ou l'allemand. Personnellement, je pense que c'est un peu stupide d'apprendre. Bon, on peut l'apprendre, mais à la maison. On peut l'apprendre en famille. L'occitan, le corse, le basque, etc. Je pense que l'anglais, l'allemand, c'est trop important maintenant pour trouver du travail, pour se vendre au marché, sur le marché européen ou mondial. Voilà. Alors, j'en étais où? J'en étais où? Comme l'anglais et l'allemand. Et ils peuvent passer une épreuve facultative dans ces langues au baccalauréat. Aujourd'hui, des milliers d'élèves en France suivent des cours dans la langue de leur région. En, autre, en ordre d'importance, ils étudient l'occitan, donc premier, le breton, deuxième position, le corse, troisième position, le catalan et le basque. Le flamand et l'alsacien ne sont pas reconnus par l'État français comme des langues régionales. Alors l'alsacien, l'unité alsacienne, on l'a vu à cause des nazis, c'est un peu bizarre. Ils aiment un petit peu ce mélange français, allemand, leur dialecte, mais ils n'ont pas, disons, cette fierté du dialecte, une fierté de l'identité, parce que c'est un peu bizarre avec le fait que les nazis n'aient pas respecté les Alsaciens. Donc
ils ont pris le territoire, mais ils n'ont pas respecté le peuple. Et puis le flamand, bon, c'est un peu bizarre d'apprendre le flamand, c'est plus quelque chose qui va s'apprendre en Belgique ou en Hollande, mais en France, non. Il y a un peu ce côté Europe du Nord, langue, les langues nordiques, mais c'est pas important, le flamand. Le flamand est parlé en Belgique, mais les gens sont obligés d'apprendre l'anglais pour vendre, pour être en contact avec plusieurs marchés, plusieurs entreprises, etc. Voilà. Alors, ne sont pas reconnus par l'État français comme des langues régionales, ils sont considérés euh, comme des variétés de langues étrangères, le néerlandais et l'allemand. Pourtant, l'État affiche une volonté politique de promouvoir l'enseignement de la langue corse. Ainsi, depuis les années 70, les élèves peuvent apprendre ces langues à l'école, tandis que leurs grands-parents étaient punis pour avoir parlé ces patois pendant la récréation. C'est vraiment incroyable de voir comment les choses changent. Ensuite, le dernier paragraphe, la renaissance des langues régionales a aussi des ramifications dans la culture populaire et s'accompagne d'un mouvement vers la décentralisation. Donc, on disait que le pouvoir était centralisé à Paris. Donc, il y a eu un effet de décentralisation qui a permis à certaines personnes d'obtenir des, euh, des pouvoirs comment dire, de représenter certains représentants à Paris avec d'autres personnes. Et c'est intéressant de voir comment le pouvoir a été décentralisé pour essayer comment dire, de faire plaisir à la province, aux gens qui vivent en province, donc aux provinciaux. Alors, de nos jours, il y a des chanteurs folkloriques qui enregistrent leurs chansons en occitan, en corse et en alsacien, en breton aussi. Dans de nombreux villages bretons, il y a des festivals de musique bretonne. Il y a un public de plus en plus avide de lire des œuvres littéraires et d'assister à des pièces de théâtre écrites en langue régionale. On peut lire des bandes dessinées en breton ou en occident. Chaque année, il y a 3 ou 4 nouveaux romans publiés en breton. À cela, il faut ajouter les efforts de la télévision et surtout de la radio qui diffusent des émissions en langue régionale. Mais il y a aussi des forces culturelles qui agissent contre la renaissance des langues régionales. D'abord, la culture des jeunes. Les jeunes Français s'intéressent à Internet. Donc attention ici, on ne va pas dire à l'Internet. On peut le dire actuellement, s'intéressent à Internet, au cinéma, à la télévision, à la radio, à la presse, à la musique, des médias qui sont créés pour eux en français. Les langues régionales ne jouent pas de grand rôle là-dedans. Ensuite, il y a aussi une raison pratique. Beaucoup de parents pensent que l'apprentissage d'une langue régionale représente une perte de temps pour leurs enfants et que la maîtrise de l'anglais ou de l'allemand est un avantage dans la recherche d'un emploi, aussi de l'espagnol. Euh, Moi, je vois si ma fille apprenait l'occitan, je me dirais, mais tu n'as pas autre chose à faire. Okay. C'est bien de le faire en tant que hobby, okay, loisir, mais de le faire à l'école, je pense que c'est une perte de temps. Il faut faire attention de bien maîtriser le français, de bien comprendre et maîtriser l'anglais, l'allemand, l'espagnol. Je pense que maintenant, si on reste dans l'Union européenne, l'allemand c'est important, l'anglais également, l'espagnol aussi. Je pense que c'est important de devenir soit trilingue ou quadrilingue. Voilà, ça devient un minimum dans certaines professions, surtout quand on vit en Europe. Je ne dis pas quand on vit aux États-Unis ou au Canada. Au Mexique, il y a un phénomène d'anglicisation qui a touché les Mexicains pendant très très longtemps. Cela ne veut pas dire que les Mexicains sont fluents, parlent couramment l'anglais, mais ils le parlent au Mexique. Je ne parle pas des Mexicains qui vivent aux États-Unis. Je parle des Mexicains qui vivent au Mexique. Et il y a ce phénomène de, biling- de bilinguisme, si on peut dire ça, de trilinguisme. Donc, il y a beaucoup de nouvelles générations qui parlent 2 langues et 3 langues, surtout au Mexico City. Alors,
De la part des pouvoirs publics, il y a encore une certaine méfiance envers ce nouveau régionalisme. Beaucoup de fonctionnaires, de personnalités politiques continuent à penser que la reconnaissance de la différence culturelle pourrait entraîner la remise en question de l'État et même l'idée de la France en tant qu'unité culturelle. Oui, on a déjà une identité culturelle française à cause de l'Union européenne. Alors là, c'est terminé. Euh, je suis breton, je ne suis pas français. Non, je suis corse, je ne suis pas français. Euh, Ça peut créer des problèmes. Mais bon, non, non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu, peut-être paranoïaques. L'idée de la France, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une influence qui est caractérisée par plusieurs spécialités culinaires, spécialités culturelles, spécialités linguistiques, voilà. Donc, quand on veut apprendre la culture française, eh bien, on commence par Paris. On voit un petit peu les grands événements qui se sont passés à Paris, la nourriture, etc. Et ensuite, on commence à perfectionner sa vue personnelle ou la vue personnelle comment dire, de la culture française. On va dans les provinces et puis on entend parler certaines personnes, utiliser certains dialectes, certains patois, etc. Donc on perfecte la vue de la, comment dire, de la culture française. Voilà, c'est to perfect the view of the French culture. Meaning like you start with Paris and after you go to the different provinces and after a while you can start hearing people using a weird French, and you're just like, this is French or not? Well, it's just a different dialect, so it's the same everywhere. The same everywhere. C'est la même chose partout. Alors, où est-ce que j'en étais? En 1999, le Conseil constitutionnel a décidé que la Charte européenne des langues régionales et minoritaires, un document qui accorde dans l'Union européenne un certain statut à ces langues, était contraire à la Constitution française. L'État a donc refusé de ratifier cette charte qu'il avait signée plus tôt la même année. Dans la réforme constitutionnelle de 2008, un nouvel article a été ajouté à la Constitution qui dit que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Ils ont raison. Il est vrai que l'antagonisme qui existe historiquement entre les collectivités territoriales et l'État centralisé est encore plus exacerbé dans les régions où la langue et la culture ne sont pas celles de Paris. En 1998, pour prendre un exemple extrême, le préfet de la Corse a été assassiné à Ajaccio et cet État a été revendiqué par des autonomistes corses qui avaient critiqué la politique coloniale du préfet. Mais la grande majorité des régionalistes ne souhaitent pas la désintégration de la France. Il faut distinguer entre les autonomistes qui vont jusqu'à des actes de terrorisme et les régionalistes plus nombreux qui réclament seulement le droit à la différence linguistique et culturelle. Selon ces derniers, on peut être à la fois basque ou breton ou alsacien et français. La diversité linguistique s'affirme de plus en plus, mais le français reste la langue la plus parlée de l'Hexagone. Donc c'est vrai, c'est intéressant. Les Corses, il y a quelques années, avaient des méthodes extrêmes pour montrer leur indépendance, voilà, linguistique, culturelle, etc. Euh, c'est important de montrer qu'il n'y a pas de racisme, c'est simplement montrer une addition culturelle. Voilà, on est français et breton, français et nordiste, français et alsacien, etc. Okay. Donc, quand on monte à Paris, on peut dire bah, moi je suis de Lille. Ah, un ch'ti. Moi je suis de Toulouse. Ah, vous parlez l'occitan, etc. etc. Okay. Donc, c'est une addition culturelle, non pas une séparation ou une division. C'est une addition culturelle. Voilà. Donc, on continuera avec la francophonie, d'accord, la prochaine fois. Et puis, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. C'est que c'était un long texte. J'en reviens à la transcription. Donc, ça, c'est toi. Et puis, ça, c'était avant. Donc, encore une fois, on a eu des problèmes de connexion. On a eu des problèmes on a eu des problèmes de distraction. Mais c'est très rare. Ok, c'est une fois toutes les 1000 fois. Donc c'est très très rare d'avoir ce genre de problème. Mais bon. Donc la rigueur
on avait entendu cet audio dont on entend parler un homme et une femme qui parlent un peu de l'éducation en France. Et le monsieur est un petit peu plus flexible, la madame un peu moins. Et elle disait en fait, il faut de la rigueur, ok, il faut travailler les bases. Et les professeurs qui enseignent à l'école primaire ou l'école élémentaire, on les appelle les instituteurs, d'accord? Et maintenant, il y a un phénomène qui est un peu différent, c'est que les professeurs ou les instituteurs ont beaucoup de problèmes avec les parents, plus avec les parents qu'avec les enfants, voilà. Et il faut voir aussi la qualité du professeur. Euh, les enfants, bon, ça dépend où on est, ça dépend aussi la zone, ça dépend aussi le lycée, l'école élémentaire, l'école, si c'est privé ou public, si ces écoles sont situées dans des quartiers qui sont propres et sains ou dans des quartiers dangereux. Donc les enfants peuvent plus ou moins, more or less, plus ou moins respecter les professeurs. Donc la dame dans le fichier, elle disait, eh bien, on ne respecte plus, on ne respecte plus les forces de police, les profs, mais je dirais que le respect, ça se mérite. Voilà, c'est une chose que il y a beaucoup de professeurs français qui s'imposent en disant, moi je suis professeur, fermez-la, c'est moi qui ai raison, etc. Non, je pense que les professeurs sont là pour également, ils apprennent. On ne peut pas simplement dire, ben voilà, j'ai atteint, I've achieved, I've reached the ultimum knowledge, I know everything. No, teacher should also learn as well. It's not very easy to talk about this topic with some colleagues. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a des professeurs qui sont ouverts d'esprit et qui veulent, qui apprennent aussi hein, de leurs élèves, mais surtout au niveau de comportement, au niveau de la psychologie, etc. Mais c'est important de montrer que le professeur, là, il est ouvert d'esprit. Je pense que c'est plus facile d'avoir le respect à l'université, au lycée, mais au collège, middle school, ça peut être un petit peu plus difficile. Mais encore une fois, cela dépend des zones, cela dépend où on est. Okay, je pense que les écoles à Palo Alto, par exemple, si on les compare avec certaines écoles à Oakland ou North Carolina ou Chicago, Detroit, il y a de grosses différences. Voilà. Donc les élèves peuvent se comporter plus ou moins bien. Voilà. Alors, le manque de respect, c'est quelque chose de très, très commun. Le respect dans les écoles américaines, encore une fois, ça dépend où on est, ça dépend de la région, de la zone, de l'État, de la ville. Okay. Est-ce qu'il est difficile de se faire, pardon, respecter? Est-ce qu'il est difficile de se faire respecter? Euh, Ça dépend. Voilà. Je pense que si moi j'avais des problèmes avec des adultes, hein, des adultes qui prenaient des cours de soir euh, dans une entreprise et il y avait je n'avais pas beaucoup de respect. Voilà, parce que c'était des adultes, ils étaient fatigués, on était en train de texter sur le téléphone et c'était assez difficile. Mais on mérite aussi, on peut mériter le respect, mais il faut avoir des élèves qui sont disciplinés aussi. Voilà, la discipline c'est important. Dans les écoles publiques ou privées, au collège, au lycée ou à l'université, okay, expliquer pour obtenir l'université. Donc il faut expliquer pour obtenir le respect. Je pense que c'est important, bon, c'est important l'université parce que ça coûte cher. Je pense que c'est important d'écouter le professeur, même si nous n'avons pas forcément les mêmes opinions. Mais je pense que on est là pour apprendre et respecter les professeurs. Voilà. Il y a de gros problèmes de lecture en France. Il y a beaucoup de Français qui ne savent plus lire ou écrire proprement ou correctement. Et c'est un gros problème en ce moment. Et encore une fois, ça dépend des régions, hein, ça dépend des villes, mais ça devient de plus en plus commun pour des étudiants qui sortent de l'école élémentaire, qui arrivent au collège,
et qui ne savent pas lire ou écrire. Voilà. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, à ma dernière année d'école élémentaire, il y avait un garçon qui ne savait pas lire ou écrire. Donc, ils avaient dû. Alors, ça, c'est vraiment intéressant parce que les professeurs étaient surpris de voir que ce garçon ne savait pas lire et écrire. Et moi, j'étais surprise de voir les professeurs ou les instituteurs être surpris. Inside myself, I was just like, is it just now you're just noticing this kind of stuff? You couldn't notice this kind of problem before. There is a lot of neglect in some public schools in France. So the level is quite different now. But before it was rare to see these kind of cases, but now it's getting more and more common. Malheureusement. Ok, donc les enfants ne sont pas forcément paresseux, ils sont probablement issus de familles à problème. Ok. Moi, ce qui me fait peur, ce sont les armes aux États-Unis. La possibilité euh, pour les enfants hein, de trouver des armes, de les faire venir à l'école. Cela reflète la violence dans la société ou à la maison. Ok. Il y a beaucoup d'influences agressives dans les jeux vidéo ou dans certains films. Euh, Ces influences sont nocives, ok, nocives pour les enfants. Et moi, je me souviens, j'avais vu une vidéo de, d'étudiants britanniques et d'étudiants finlandais qui comparaient leur système avec le système américain et qui disaient qu'en fait, ils avaient moins de devoirs à l'école, moins de devoirs à la maison. Euh, Même dans le fichier audio, on entend la femme qui dit ah, bah, maintenant, les enfants ont moins de devoirs, ce n'est pas normal, etc. Il faut intensifier la, la leçon et puis la pratiquer par la suite. C'est comme ça qu'on peut mémoriser facilement, voilà, facilement une leçon. Quelle est ton opinion sur la disparition des dialectes? Préserver la langue à la maison. Donc, on en avait parlé, hein, ça c'était à la fin, c'était la France contemporaine. Je pense que les dialectes sont importants, ils peuvent être appris à la maison, mais appris à l'école. Si on a de l'énergie supplémentaire pour apprendre une discipline supplémentaire, pourquoi pas? Mais je pense que ça devrait être une option. Voilà, tout simplement une option. Pourquoi tes enfants ne parlent pas le vietnamien? Eh bien, c'est normal. Vivre dans un système américain où les enfants vont à l'école toute la journée, font leurs devoirs en anglais, sont avec leurs amis, surtout les adolescents. Euh, il y a un peu cette rébellion, voilà. Moins de devoirs, mieux c'est. Euh, mais disons que moi, je te faisais parler hein, en français. Euh, ils n'ont Ils ne t'ont jamais demandé de leur apprendre le vietnamien. Plus tard, certainement, ils peuvent te demander. Ou ils peuvent te reprocher. They can reproach. They cannot reproach, but they can complain about it. They can say, oh, you never taught me Vietnamese. Why? Well, I tried, but he didn't want to. He didn't seem interested. So, yeah. That happened with my uncle. He wanted to, when he was like 30, 35, he asked my grandma, why you never taught me Polish? Well, he never seemed interested. Well, I want to. And he was interested for an hour. And after he got distracted. So that was interesting. Yeah. But anyway, la page 216 du livre Grammaire progressive du français. On avait eu beaucoup de problèmes ici. Hop, hop, hop. La page 216. Donc je vais y aller. Je vais l'ouvrir. Ok, hop. Grammaire progressive du français. Tu sais, j'ai aussi la grammaire progressive du français. Il y a une erreur ici. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Au niveau avancé, ça, on peut le faire, mais il y a beaucoup d'informations, tu le verras. Alors, la page 216, je ne sais pas si c'est du livre ou du PDF. Ah, le plus que parfait, je crois. Hein. Tiens, on va voir un peu. Ah, le discours indirect au passé. Ah, ça, c'est quelque chose de sublime.
Il m'a dit qu'il était écrivain et qu'il avait écrit plusieurs romans. Il m'a dit qu'il me donnerait ses livres. Donc, discours indirect, au passé, l'utilisation et la formation. Donc, on l'utilise pour apporter un dialogue, ok? Ou des pensées au passé, généralement au passé. Il m'a dit qu'il était allemand. Je croyais qu'il était anglais. Alors, le problème, c'est que nous devons respecter un petit peu les temps. Ok. Je ne sais pas si on l'avait fait, donc je vais le résumer en vitesse. On le fera par la suite. Je ne fais pas les exercices parce que je crois que je t'ai demandé de les faire. Donc on rapporte un discours au passé, un dialogue ou une pensée. Il dit qu'il pleut, donc ça c'est le présent. Il dit qu'il a plu, qu'il va pleuvoir ou qu'il pleuvra. Passé composé, le futur proche et le futur simple. Il a dit qu'il pleuvait, donc ça c'est l'imparfait. Il a dit qu'il avait plu, qu'il allait pleuvoir ou qu'il pleuvrait. Donc ici on a des formules. Quand on utilise le présent, eh bien ensuite on peut utiliser l'imparfait, passé composé plus que parfait, futur proche, aller plus à l'imparfait, futur simple conditionnel. Le seul moyen, c'est de faire les exercices. Imparfait de concordance a une valeur phonétique. Et ce n'est pas vrai, ce n'est pas un vrai passé. Il m'a dit qu'il était allemand. En fait, on dit qu'il est allemand. Hein. Voilà, on respecte les temps, plus pour la valeur phonétique. Okay, mais on ne dit pas qu'il a changé de nationalité. Voilà. Il m'a dit qu'il viendrait en mars. Okay, donc il viendra en mars. Alors dire est souvent au passé composé. Il a dit, ou croire et penser à l'imparfait. Dire souvent au passé composé, croire et penser à l'imparfait. Il m'a dit que, donc il m'a dit qu'il viendra, qu'il viendrait demain. Voilà. Donc je croyais, je pensais. Donc on peut commencer une phrase avec je croyais, je pensais à l'imparfait. Une situation. Je pensais ou je croyais qu'il était allemand. Voilà, je crois qu'on a un exemple ici. Ah, je croyais qu'il était anglais. Voilà. Et parfois, la concordance n'est pas, c'est ça la concordance, hein, d'accord? Ce n'est pas appliqué quand on annonce un résultat et quand on constate un fait nouveau. Quand c'est un fait, eh bien, on a constaté que le Mont Blanc fait 4810 mètres, pas 4807 mètres. Voilà. Aussi. On peut aussi également voir le discours indirect au présent. Et quelques petites phrases. Le directeur est malade, on vous l'a dit. Oui, on m'a dit qu'il était malade. L'ascenseur est en panne, on vous l'a dit. Oui, on m'a dit que l'ascenseur, on m'a dit que l'ascenseur était en panne. Donc, passé composé, imparfait. Regarde un peu. Si on a passé composé plus que parfait. Ah, qu'il était malade. On va voir si on a des verbes ensuite. À midi, il y a du couscous à la cantine, on vous l'a dit. Oui, on m'a dit qu'à midi, il y avait du couscous à la cantine. On a volé le vélo du professeur, on vous l'a dit. Oui, on m'a dit qu'on avait volé le vélo du professeur. La secrétaire a démissionné, vous le saviez. Oui, on m'a dit. On ne va pas utiliser ça. Oui, je savais. Ou on m'a dit, on rapporte un discours indirect que la secrétaire avait démissionné. Monsieur Bidois va prendre sa retraite, on vous l'a dit. Oui, on m'a dit que Monsieur Bidois allait prendre sa retraite. L'école va fermer cet été, on vous l'a dit. Oui, on m'a dit que l'école allait fermer cet été. Nous ferons une fête en fin d'année, vous le savez. Oui, on m'a dit que vous feriez, tiens, on va faire ça, vous feriez une fête de fin d'année. Il y aura un orchestre cubain et on dansera, on vous l'a dit. Oui, on m'a dit qu'il y aurait un orchestre cubain et qu'on danserait. Voilà. Donc ça, c'est une projection dans le futur simple conditionnel. D'accord? Et puis, si tu veux, si tu as le temps, tu peux faire quelques petits exercices ici pour renforcer un petit peu la compréhension. On va travailler là-dessus, d'accord? Là, tu vois, il y a plusieurs pages d'exercices, énormément, parce que c'est très, très important. Voilà. Voilà, monsieur, voilà le résumé
J'espère que je pourrai enregistrer, je pourrai sauvegarder cet enregistrement normalement parce que QuickTime devient de plus en plus pénible. Encore une fois, je suis désolée pour la dernière fois, le dernier cours, ça n'arrivera plus. Et puis, tu passes une très bonne semaine. On se voit vendredi à la même heure. À très bientôt.